Donc, ça me fait très plaisir de vous parler aujourd'hui d'un projet de recherche qui s'est tenu ici au CIUS Centre-Sud. Ça me fait particulièrement plaisir parce qu'il a traversé une pandémie, une grève du Front commun, divers congés de maladie et tempêtes. Donc, je suis vraiment très fière que l'équipe et moi sommes rendus jusqu'ici aujourd'hui. Donc, c'est un projet de recherche qui a porté sur l'inclusion de la diversité sexuelle et pluralité des genres au CIUS. Donc aujourd'hui, comme il a été dit, je fais la présentation avec Abigail, mais c'est un projet de recherche qui a été mené par moi, Mathieu Carignan-Allard, Philippe Benoît-Côté, Kevin Lavoie, Rachel Benoît et Alain Arsenault. Les disciplines représentées, là, grosso modo, c'est sociologie, travail social, sexologie. Donc, voici un petit plan. Donc, je vous propose une mise en contexte du projet, la description de l'échantillon et puis quelques résultats. Ensuite, Abigail va pouvoir poursuivre en réagissant aux résultats, mais en allant aussi plus profondément là, sur certaines barrières expérimentées. Et finalement, on aura du temps pour les questions et la discussion, comme il a été dit. La mise en contexte, pardon, comme plusieurs d'entre vous le savez probablement, il existe une grande littérature, une large littérature sur les barrières et les facilitant à l'accès aux soins et aux services pour les personnes de SLGBTQIA+. Donc, c'est assez bien documenté et c'est un peu la réalité qui a fait que l'équipe et moi, notre intention à l'origine, ça a été de se dire, on ne va pas encore aller re-interviewer des personnes pour leur demander de nous parler des barrières, hein, parce qu'on les connaît, ça prend du temps à changer. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait compléter cette perspective-là pour aller voir pourquoi puis comment ça coince selon les personnes qui travaillent dans les services. Donc, ça, c'est pour vous révéler notre intention de départ. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y a très peu d'études, en fait, qui portent sur le point de vue des personnes qui travaillent dans les soins et les services sociaux. Il y en existe, bon, sur tout ce qui est compétences culturelles, notamment, puis sur les approches de soins et d'intervention, mais moins sur les représentations des barrières à un travail que l'on destine à l'inclusion. Donc, je vous endormirai pas avec les repères théoriques, mais simplement pour vous dire on se trouve ici dans une sociologie, si on veut, de l'action publique. Donc, l'action publique, comment on peut la comprendre? C'est un mode de régulation des rapports sociaux qui vont légitimer certaines réponses à des problèmes, à des situations perçues comme des problèmes. L'action publique va aussi distribuer des ressources et promouvoir certaines formes d'organisation sociale. À noter que l'action publique, hein, c'est entre autres menée à l'intérieur du champ bureaucratique, donc à l'intérieur d'institutions d'État et donc de nos services publics. La notion de paradoxe organisationnel, je suis sûre qu'elle va résonner avec votre quotidien, ça va nous aider dans notre lecture. Donc, en sociologie des organisations, un paradoxe, c'est une contradiction durable entre des éléments qui apparemment s'excluent, mais qui coexistent malgré tout. Comme on va voir, il y a plusieurs paradoxes là, qui sont vécus au quotidien par le personnel interrogé. Ben, l'inclusion, hein, c'est un peu le concept là, au cœur de la présentation et de l'étude qui est présentée aujourd'hui. Et donc, c'est un concept largement sollicité, hein, tant par les organisations que par les groupes qui la revendiquent, notamment le paradigme de l'EDI, hein, équité, diversité, inclusion, a pénétré nos organisations et nos manières de parler de l'adaptation des institutions. Et donc, justement, l'inclusion, ça veut désigner une transformation des institutions qui vise à éliminer les obstacles et à créer un espace positif. Donc, ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'on dépasse à la fois l'idée de ségrégation, hein, qui constituait à créer des institutions spécialisées pour certaines clientèles, mais on dépasse aussi la simple adaptation des institutions pour vraiment embrasser le soutien affirmé de la diversité des personnes. Donc, c'est un peu ce que suppose le concept d'inclusion. Comme on va voir, quand on se penche sur les entretiens qu'on a collectés, on se retrouve devant autant de récits de ce que c'est le travail quotidien d'inclusion. Et ça, c'est un concept que nous proposons, l'équipe de recherche, inspirée du concept de Sarah Ahmed, qui, elle, parlait de travail de diversité. Et donc, par travail d'inclusion, on entend l'ensemble des pratiques qui visent à réfléchir, organiser et mettre en place l'inclusion d'une diversité de personnes au sein des soins et des services.
Donc, voici pour les données. Donc, nous avons mené 26 entretiens semi-dirigés avec 28 personnes au sein du CIE Centre-Sud. Presque toutes les directions sont représentées, sauf la direction des finances, il me semble. Plus trois instances, donc la direction régionale de la santé publique, le commissariat aux plaintes et le bureau de la PDGA. Il y a différents types d'emplois qui ont été visés au recrutement. L'idée, c'était vraiment de viser dans la hiérarchie là, un espèce de niveau de titre d'emploi qui était tant au courant des problèmes sur le terrain que des politiques officielles. Donc, un peu une catégorie de titres d'emploi intermédiaire entre le terrain et puis ben, les politiques officielles, comme je viens de le dire. Euh, je ne l'inclus pas dans les résultats parce qu'il y a peu de surprises à cet effet. Donc, quelles sont les situations qui sont évoquées et qui soulèvent des enjeux d'inclusion, de la diversité sexuelle, pluralité des genres? On est dans des thématiques largement documentées, là. Donc, la question de l'accueil. Ça s'articule aussi avec la tenue de dossier et les formulaires, hein. Entre autres, Abigail va pouvoir nous en parler. Les questions d'hébergement, toilettes, vestiaires, là, ça reste présent. Et puis finalement, l'écriture et la communication inclusive. Donc, c'est un peu pour vous dire les enjeux qui traversent, là, selon les personnes interrogées, les enjeux qui soulèvent la question de l'inclusion, de la diversité sexuelle, pluralité des genres. Euh, je vous propose d'explorer trois thématiques là, qui sont ressorties plus fortement des entretiens aujourd'hui. Donc, premièrement, comment les personnes rencontrées se représentent ce que c'est l'inclusion. Deuxièmement, quelles sont les barrières à leur travail? Et troisièmement, on ne va pas rester sur la note des barrières, hein, on va aller voir les stratégies qui sont évoquées pour contourner ces obstacles-là. Je vais regarder là. Oh, OK, ça va bien. Donc, premier thème, les représentations de l'inclusion. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, l'inclusion, c'est un terme polysémique, hein. Il y a plusieurs définitions et chacun a un peu sa propre définition. Et donc, c'est ce qui fait que c'est incontournable d'aller voir quels sont les usages concrets locaux que les personnes font de ce concept d'inclusion pour mieux comprendre le sens que les acteuristes donnent à leur action. Donc, c'est un peu l'idée derrière d'aller voir ça. Et aussi, il faut dire que c'est un thème là, qui est vraiment ressorti de façon assez massive dans les entretiens. Donc, on va détailler tranquillement les thématiques avec des extraits verbatim. Donc, un premier thème assez présent, là, c'est l'argument, ou en tout cas le thème du faible poids numérique de la communauté 2SLGBTQIA+. Donc, comme vous voyez dans le premier extrait, c'est l'idée pourquoi on s'adapterait à une micro-minorité. Par contre, ce qui est réjouissant, c'est qu'il y a plusieurs autres personnes qui vont nous dire, comme dans le deuxième extrait, qui vont remettre en question cette représentation qui veut qu'un régime de la majorité reste le meilleur portrait d'une population générale, dite générale. Et dans un cadre de service public, il y a plusieurs personnes qui vont rappeler que l'inclusion, c'est un principe, en fait, qui peut et qui doit dépasser l'argument numérique. Donc, on avait un peu ces deux représentations-là qui coexistaient là, dans les entretiens. Euh, tous les thèmes que je vous présente sont intimement liés, là, donc, conséquence directe du premier imaginaire, si on peut dire, c'est la question de l'inclusion versus celle de l'exclusion. Et donc, dans les entretiens, ce qu'on entend beaucoup, c'est autour de cette réflexion sur adapter les services à ce qui est perçu comme une minorité, c'est l'idée que je vais exclure d'autres populations minorisées avec des certaines stratégies d'inclusion. Ce qu'on sent aussi, hein, c'est qu'on a peur d'exclure certains groupes minorisés, mais on a peur aussi d'exclure la majorité, hein. C'est un peu ce qui ressort. Et donc, la phrase qui est revenue de manière assez courante, là, que moi, je n'avais jamais entendue dans ma vie de chercheuse, c'est la phrase plus on inclut, plus on exclut. Et donc, on va voir que ça possède différentes implications hein, pour le vivre ensemble et les stratégies d'inclusion dans nos services et dans la société. Et donc, on peut comme un peu conclure sur ce point-là que la majorité est vue comme une masse homogène qui possède le droit à des services qui lui ressemblent. Et les groupes minoritaires sont souvent confinés à leur caractère particulier, voire même particulariste. Ce qui nous mène directement à la troisième question.
Euh, un raisonnement qui est mobilisé derrière ce rapport majorité-minorité et inclusion-exclusion, c'est le thème de l'universalité. Donc, on va nommer la nécessité de ne pas s'adapter à une caractéristique précise de la personne plutôt qu'à une autre. Donc, je vous ai mis un extrait verbatim, mais bon, j'ai entendu des choses aussi comme je ne vais pas mettre un autocollant LGBTQ parce que sinon, il faut que je mette des autocollants pour tout le monde. Donc, face à ça, on va mettre de l'avant un accueil qui tend davantage vers l'universel et l'indifférenciation. C'est pas sans poser problème, hein, parce que, comme on sait, l'universel va souvent correspondre aux catégories dominantes. Et c'est souvent aussi ce qu'on va opposer au particularisme. Mais on va revenir en conclusion un peu plus là, sur les enjeux que ça pose. En lien avec cette posture qui appelle à l'universalité, l'universalisme, on nomme aussi la distinction entre la vie privée et la vie publique, hein, qui est un peu un corollaire de cette représentation-là, pour évoquer que, par exemple, l'identité de genre, le parcours de transition ou la sexualité, ça relèverait du domaine de l'intime et que ça ne concernerait pas les milieux de travail ou les services publics. Évidemment, il existe aussi des limites hein, à ce raisonnement-là, dans la mesure où les milieux de travail ou les services publics prennent quotidiennement en compte l'hétérosexualité ou la famille nucléaire, dans la mesure où ils vont de soi. Et donc, on a ce corollaire de l'universalisme qui est de repousser un peu les particularismes au domaine de l'intime. Dans la foulée de ces tensions-là que j'ai décrites, il y a différents rapports sociaux qui vont être évoqués, hein. Donc, les rapports sociaux d'âge, de capacité, donc la question du handicap, les rapports, tout ce qui est dialogue interculturel et finalement les rapports de sexe et de genre. Par contre, ces rapports sociaux sont très, très souvent évoqués comme des réalités pardon, je me suis mélangée dans ma phrase, je recommence. Ces rapports sociaux-là sont évoqués comme des réalités à prendre en compte dans l'inclusion, mais sont aussi souvent cités comme des obstacles à l'inclusion. Donc, par exemple, les rapports sociaux d'âge, donc on va évoquer les rapports sociaux d'âge pour expliquer le désajustement de certaines personnes, employées ou usagères, face aux transformations sociales qui entourent la diversité sexuelle, pluralité des genres. Et donc, on évoque que ce désajustement-là serait particulièrement vécu par les personnes plus âgées qui auraient été moins exposées à ces réalités-là. Comme je vous mets un peu dans l'extrait suivant. Sinon, on va entendre, par exemple, l'inquiétude à l'effet que je ne vais pas demander son pronom à une personne âgée parce qu'elle ne va pas comprendre, ça va la mélanger. On va aussi beaucoup évoquer la question du handicap et des rapports sociaux de capacité comme un obstacle à l'inclusion, notamment un obstacle à l'utilisation de l'écriture inclusive. Et donc, bon, je pourrais vraiment m'étendre longtemps sur cette question-là, je ne le ferai pas, mais ce qui est, je pense, important de retenir, c'est que ben, dans ces deux exemples, hein, de voir les rapports sociaux d'âge ou de capacité comme des obstacles à l'inclusion de la diversité sexuelle, pluralité des genres, c'est l'idée qu'on va tenir pour acquis dans les deux cas, que les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées sont nécessairement hétérosexuelles et cisgenres, et donc ne seraient pas intéressées à être représentées au niveau de la langue ou à se faire demander leur pronom. Donc, le croisement des différents rapports sociaux dans les entretiens, ça reste quand même un thème ambivalent face à l'inclusion. Et paradoxalement, hein, ça peut tendre vers un maintien du statu quo parce qu'on argumente beaucoup en termes d'obstacles à l'inclusion quand il est question d'autres rapports sociaux. Euh, Finalement, ce qui est lié au terme précédent, c'est la question de la neutralité. Donc, notamment dans la foulée de l'approche universaliste, on met beaucoup de l'avant l'idée de la neutralité. Donc, la neutralité de l'État, la neutralité comme un devoir d'employer des services publics. Et donc, on invoque le principe de la neutralité comme étant destiné à garantir l'égalité de traitement des personnes. Par contre, on se questionne peu sur le contenu de cette neutralité-là, hein, parce qu'on le sait que toute neutralité est une prise de position. Et aussi du potentiel d'exclusion de cette attitude de neutralité.
Et donc, il semble quand même subsister de la dissonance là, chez les personnes autour de cette neutralité-là, parce qu'on veut justement appliquer un traitement universel, mais d'un autre côté, on veut prendre en compte l'ensemble des dimensions de la personne. Donc, c'est encore une fois un thème un peu ambivalent, si on peut dire, là, sur lequel on reviendra à la fin en termes de recommandations. Mais simplement pour terminer sur cette partie sur les représentations de l'inclusion, ce sont des questionnements classiques hein, de philosophie politique, voire même du vivre ensemble. Et donc, le traitement de ces thèmes-là là, dans les entretiens, ça se fait vraiment sous l'angle d'une citoyenneté universaliste. Ça, par contre, comme on va le voir, ça entre en conflit avec un cadre de réflexion propre à l'inclusion. Et donc, ce conflit de principes-là, ça peut venir expliquer l'impression de paradoxe et de dissonance qu'on retrouve dans l'expérience de plusieurs personnes. Euh, on va passer aux barrières. Peut-être plus rapidement parce que je suis certaine que plusieurs d'entre vous les connaissez. Donc, l'inclusion de la diversité sexuelle et pluralité des genres, ce n'est pas un thème abstrait pour les personnes qu'on a rencontrées parce que ça concerne des réalités matérielles, voire même des dilemmes pratiques auxquels elles sont confrontées au quotidien. Le premier thème, donc on nous décrit quand même un bon niveau d'ouverture là, des mentalités des équipes et une ambiance générale favorable à l'inclusion. Mais bon, c'est pas tout rose. Là. Il y a aussi une grande variabilité là, de l'impression d'ouverture des équipes là, chez les employés. Par contre, ça rentre en tension avec le fait que l'inclusion de la diversité sexuelle, pluralité des genres sera un sujet peu discuté de manière directe ou formelle. Et donc, on évoque des politiques officielles, mais l'absence de stratégie sur le terrain. Et donc, il y aurait un peu la coexistence entre des principes forts, comme on va le voir, et l'absence d'initiatives ou de processus qui sont systématisés. Et donc, on a ce paradoxe entre politique officielle forte, mais pas trop de stratégie formelle, comme je viens de le dire, et l'idée qu'on est un milieu ouvert, mais on n'en parle pas. Ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on sait que, entre autres en inclusion, hein, ce qui est mis de l'avant, c'est d'avoir une approche proactive autour de ces questions. Deuxièmement, bon, centralisation, hiérarchie. Je pense que vous êtes assez au courant de tout ça. Donc, complexité et lourdeur administrative et opérationnelle de l'organisation, c'est vraiment vu comme un obstacle direct à l'inclusion. Donc, tout est lourd, il y a une grande inertie institutionnelle, il faut se battre au quotidien pour faire changer les choses. On parle beaucoup bon, comme je l'ai dit, de centralisation, de hiérarchie descendante, donc pas beaucoup de place pour les initiatives locales. On parle aussi d'un manque de consultation des différentes directions, puis un sentiment de se faire imposer des procédures décidées loin des équipes. Un autre aspect qui découle de ce fonctionnement centralisé et descendant-là et qui comporte des conséquences spécifiques pour l'inclusion, c'est l'ensemble des systèmes informatiques hein, qui fera l'objet de la deuxième partie de ce Midi Crémis, entre autres. Troisièmement, bon, des questions très liées entre elles, hein, pénurie de personnel qui provoque de la surcharge de travail et donc toujours travailler dans l'urgence. Donc, on nous nomme la difficulté d'accomplir un travail d'inclusion quand il est déjà difficile d'accomplir son travail tout court. On nous parle aussi de certains problèmes au niveau de la continuité et de la pérennité des pratiques qui sont développées quand il y a un très fort, quand il y a un très haut taux de roulement de personnel. Et donc, cette conséquence du manque de personnel, ben, c'est une surcharge et un exercice de priorisation qui ne met pas l'inclusion en haut de la liste. On nous parle aussi de la formation qui existe, mais qui n'est pas priorisée, hein, justement parce qu'on est en surcharge et en urgence. Et même parfois, bon, il y a des personnes qui nous disent qu'elles suivent des formations sur leurs heures personnelles parce que ce n'est pas reconnu, par exemple, dans la formation des gestionnaires. Ce n'est pas reconnu comme une question liée au leadership. Donc ça me semble assez intéressant et problématique aussi. Bon, manque de prise sur l'environnement bâti, ça on le sait bien, là, dans les questions de toilettes, vestiaires, milieu d'hébergement, incertitude budgétaire, et on se sent aussi peu outillé et soutenu au quotidien. Si on prend un petit pas de recul, là, ce qu'on observe en transversal de toutes ces barrières-là, on propose que ce soit des conflits de temporalité.
Donc, il y a différentes temporalités qui entrent en tension dans le quotidien du travail d'inclusion. Par exemple, la temporalité individuelle, par exemple, j'ai besoin de faire un changement de prénom, ben, je vais me buter à une temporalité institutionnelle beaucoup plus lente que mes besoins à moi. Donc, ça, c'est un premier conflit. Deuxième conflit de temporalité, une temporalité clinique qui a besoin de prendre le temps dans la relation d'intervention, développer une relation de confiance, s'ouvrir sur des sujets profonds et intimes, versus une urgence organisationnelle qui ne permet pas ou plus ou de moins en moins euh, une temporalité clinique longue. Finalement, une temporalité institutionnelle qui est vue comme étant un peu bousculée par des changements sociaux, vus comme étant trop rapides. Donc, on va souvent nous nommer que ça bouge extrêmement vite, les questions de diversité sexuelle et pluralité des genres, et que l'institution a du mal à s'adapter. Deux conséquences de ça, c'est qu'il existe deux discours. Je vous parlais de paradoxe au début. Il existe deux discours. Une qui veut que l'institution serait plus avancée que les individus en termes d'inclusion, et l'autre qui veut que j'ai dit l'institution plus avancée, oui, et l'autre qui veut que les individus seraient, elles et eux, plus avancés que l'institution. Et donc, on pourrait vraiment avancer que ces deux discours qui s'opposent, mais qui possèdent tous les deux leurs assises dans l'expérience, parce que justement, comme on l'a proposé, il y a plusieurs temporalités qui se croisent dans différentes situations. Donc, la temporalité individuelle, clinique, institutionnelle et sociale. Les stratégies évoquées, on en a plusieurs. Donc, premièrement, on nomme la mobilisation des personnes, que ce soit des personnes concernées ou alliées, euh, comme étant une force de l'organisation. On peut rajouter qu'il s'agit de l'affaire de tous dans une optique d'inclusion et que donc, ça ne doit pas seulement être les personnes concernées qui se mobilisent à ce sujet. On nous parle beaucoup d'un travail en mode sensibilisation et en mode éducation. Ça, c'est vu comme une stratégie aussi gagnante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous évoque les principes un peu qu'il y a derrière ça. Et puis, ben, c'est un peu l'idée de déjouer les résistances et puis les réactions sociales possibles, que ce soit des collègues ou de la patientèle. Et donc, plutôt que d'imposer des manières de faire, on va essayer de parier sur les valeurs derrière les principes et de montrer et de démontrer les bénéfices des changements au profit de tout le monde. Et donc, c'est un thème qui revient souvent, justement, la mobilisation d'un travail en mode sensibilisation. Euh, oui, je vais passer plus vite là-dessus pour qu'on ait du temps pour discuter. Les politiques officielles sont connues, sont considérées comme un appui à l'action et au changement. Et bon, ça correspond à, à différentes, à différentes demandes des groupes et on sait en fait que ça prend des politiques officielles fortes pour qu'une institution puisse agir en s'orientant vers l'inclusion. Et donc, les différentes politiques et instances du CIUS sont assez connues. D'ailleurs, on vous mettra le lien pour aller les consulter dans l'extranet pour ce qui est des personnes du CIUS Centre-Sud. Ce qui est plus difficile, c'est qu'on connaît moins bien les implications et les applications de ces politiques. Et donc, on se retrouve devant cette tension que j'avais peut-être nommée entre politique officielle et les moyens concrets de les faire vivre. On nomme comme stratégie aussi le recours à l'expertise interne, mais en fait, le recours à l'expertise tout court, qu'elle soit interne, par exemple les centres de recherche en milieu de pratique, au CIUS, les expertises communautaires, donc au sein des organismes, et l'expertise, en fait, de toutes les personnes concernées et du savoir expérientiel. Un thème, moi, qui m'a particulièrement intéressée, c'est ce qu'on a appelé le bricolage. C'est toutes les mini-tactiques que les personnes mettent au quotidien, notamment pour rendre leur accueil plus inclusif. Et donc, notamment, une très grosse barrière, c'est l'enchaînement très, très limitant entre la carte d'assurance maladie, la tenue de dossier, les formulaires, etc. Et donc, on nous a partagé toutes sortes d'astuces, notamment pour appeler une personne dans la salle d'attente. Il y a différentes personnes qui nous ont dit, ben maintenant, je dis le rendez-vous de 14 heures au nom de la Brec-Lebeau. Donc, on nous partage toutes sortes de petites astuces qui sont destinées à davantage d'inclusion.
Plusieurs personnes aussi qui ont mis en place des systèmes d'accueil maison, que ce soit un formulaire maison où on peut demander le pronom d'usage, des petits ajouts de pop-up au système informatique, etc. On nous parle aussi d'aménagement autour des toilettes. Là, par exemple, désigner la toilette individuelle des gestionnaires comme étant la toilette non genrée. Yeah! Et donc, ça, c'est une stratégie là, qui est très connue dans les milieux, évidemment, de prendre la toilette individuelle, notamment pour les personnes en situation de handicap, et d'en faire une toilette non genrée universelle. Et on nous parle aussi comme bricolage, là, bon, d'affirmer, de rendre visible hein, son soutien, par exemple, avec bon, des autocollants, le pronom dans sa signature, etc. Par contre, c'est un peu plus difficile. Quand ce n'est pas prévu dans les politiques officielles, ce qu'on nous dit, c'est que c'est plus difficile, ça peut rencontrer de la résistance. Et il y a une phrase qu'on m'a dite que je trouve qui résume très bien ça, c'est on te donne carte blanche, mais à tes risques et périls. Donc ça, hein, ça nous parle du fait qu'il peut y avoir de la motivation individuelle, mais que si c'est à nos risques et périls, ben, ça témoigne d'un manque de soutien au niveau des équipes, des collègues et de l'institution elle-même. Euh, je vais terminer tout de suite pour qu'on puisse passer à la présentation d'Abigail. Donc, on se retrouve devant plusieurs tensions de l'action publique hein, tournée vers l'inclusion. Premier gros résultat que j'aimerais souligner dans l'expérience des personnes interviewées, les caractéristiques institutionnelles d'un CIUS, du réseau de la santé, nuisent directement et indirectement au travail d'inclusion que ces mêmes organisations tentent elles-mêmes de porter. Euh, donc, à notre connaissance, là, c'est des résultats qui sont très peu mis de l'avant dans la recherche sur l'inclusion de la diversité sexuelle et pluralité des genres dans les systèmes de santé et services sociaux. Donc, l'idée que les barrières organisationnelles générales, ben, évidemment, elles deviennent des barrières à l'inclusion. C'est quelque chose je pense qu'on pressent tous dans notre sens commun, mais là, en tout cas, on a des résultats au niveau des savoirs des personnes qui travaillent dans nos services publics. Donc, il y a différentes tensions conceptuelles hein, qui traversent aussi le thème de l'inclusion, comme je vous ai, présenté. Donc, la tension entre l'universalité, le particularisme, l'inclusion, l'exclusion, l'intersection versus le statu quo. Et donc, face à l'ensemble de ces représentations-là, les activités du CIUS nous semblent devoir intégrer un élément de démystification du modèle d'inclusion qui est mis de l'avant par le CIUS dans le sens où l'inclusion, ça suppose une dimension d'affirmation positive de la richesse de la diversité. Donc, on n'est pas du tout dans la neutralité qu'on est dans l'inclusion. Et ça passe par une prise de position claire de soutien. Et donc, finalement, pour rendre ce modèle d'inclusion aussi plus vivant et sensible, il y aurait besoin d'une opérationnalisation plus forte et sensible des principes de l'intersectionnalité. Donc, et donc, la nécessité de prendre en compte les appartenances multiples des personnes comme des occasions d'inclusion plutôt que comme des obstacles à l'inclusion parce que les différents types de diversité humaine sont encore très souvent considérés comme des obstacles mutuels plutôt que comme des expériences pouvant être croisées à titre de possibilité d'inclusion, comme je le disais. Donc, ça serait tout pour ma partie. J'arrêterai le diaporama parce que c'est Abigail qui va le partager à son tour. Et donc, je te passerai la parole, Abigail. Donc, bonjour tout le monde. Je crois que vous voyez présentement la présentation. Parfait. Alors, je suis très heureuse d'avoir été invitée à cette présentation-là qui me tient à cœur. Pourquoi? Bien, je me présente, comme on vous expliquait au début, je suis Abigail Bouchard, une personne non binaire, c'est-à-dire que je ne m'identifie ni homme ni femme, transféminine parce que j'ai été, bon, on a attribué le sexe masculin à la naissance, mais je fais présentement une transition vers mon moi plus féminin. Et ça a débuté en 2019. En fait, j'ai fait un coming out en 2019 par rapport à ma non-binarité. Et pas longtemps après, lorsque j'ai annoncé que je débutais une transition médicale, donc en les hormones et tout. Disons que ça a ébranlé ma famille. J'étais marié, ça faisait 25 ans. Tout ça est arrivé
à l'âge que j'ai de 50 ans, là. Donc, marié depuis 25 ans, deux garçons, à l'époque avec 15 et 17 ans. Ça a brassé. Donc, au niveau de la famille, bien aujourd'hui, conséquence de ça, je suis divorcé. Je vis seul, célibataire, et puis bon, j'ai pas beaucoup de contact avec mon plus jeune garçon. Mais ceci étant dit, justement, ça m'a amené à avoir des enjeux en début de transition lorsque j'ai voulu débuter ma transition légale qui s'est fait à partir de 2022, mais juste avant, 2020, juste avant la pandémie, une semaine avant la pandémie, je débutais l'hormonothérapie. Donc, comme vous pouvez voir, depuis 2020, là, moi, dans ma vie, tout est chamboulé. Et commençais aussi, j'étais à mon compte à ce moment-là, mais je commençais un emploi à temps plein à la financière des professionnels. Moi, je suis une informaticienne depuis toujours. Donc, moi, je suis spécialisé en développement de logiciels. Donc, l'informatique, les technologies de l'information, c'est toute ma vie. Alors, je m'y connais au niveau du développement des systèmes d'information et aussi du traitement des données, donc la qualité des données, le traitement qu'on en fait. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, oui, c'est un point de vue personnel dans mon parcours de transition dans le milieu de la santé. Je ne suis pas ici pour représenter toutes les personnes trans et non-binaires. Par contre, avec mon expérience, vous allez voir qu'il y a des enjeux qui sont vécus par beaucoup de personnes et vous allez voir quand même qu'il y a une communauté en particulier qui est plus touchée que d'autres. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais débuter avec ceci. Bon, j'essaie de déplacer ma slide. Bon, parfait. OK, je comprends, il y a un délai. Fait que, bon, OK, on n'ira pas trop vite. Si je commence avec mon domaine d'affaires, c'est-à-dire l'informatique, on apprend que la base des systèmes d'information, quand on fait de la gestion de l'information numérique, c'est la qualité des données. Et on a comme des piliers, et je vais vous en nommer quelques-uns qu'on voit ici présentés dans la diapositive. Par exemple, l'exactitude, hein. On cherche à avoir une exactitude des données sans erreur. Exhaustivité, c'est-à-dire qu'on veut avoir des données complètes et non partielles, et surtout de ne pas contenir encore là des lacunes dans la façon que les données sont présentées ou saisies. La cohérence, ça, vous allez voir, on va en venir un petit peu plus tard, on va en parler. C'est des données qui doivent être uniformes à travers tous les systèmes informatiques et vous allez voir que des fois, c'est particulier. Un élément d'information peut changer de nature dans certains systèmes et ça cause des problèmes. Les données doivent être actuelles, c'est-à-dire qu'à jour et refléter des informations les plus récentes. Les données doivent être fiables, donc de provenir de sources fiables en partant et vérifiables. Donc, ça, c'est une particularité aussi. Et accessible, c'est-à-dire que les personnes autorisées ils doivent pouvoir avoir accès à l'information sans à avoir recours à du bricolage, comme on a mentionné tantôt. Voilà. Maintenant, si on prend le milieu de la santé, je prends deux exemples ici que j'affiche à l'écran, la carte de la RAMQ et un reçu bêtement de la pharmacie. Ce que vous voyez comme reçu ici, c'est justement ma prescription d'hormones, de l'estradiol, donc c'est de l'hormone féminisante dans mon cas. Et qu'est-ce qu'on remarque? J'ai encerclé en vert certains éléments d'information. Peut-être que vous avez de la difficulté à le voir, mais je vais vous les nommer. C'est qu'en informatique, par exemple, on veut identifier uniquement un élément. Ça peut être l'identifiant d'une personne, un numéro de produit, un dossier de la patientèle, une pièce d'identité. Donc, comme on voit ici sur un reçu, on voit toutes sortes de numéros, ça représente des médicaments. Numéro de taxe TVQ, c'est des numéros qui ne changent pas dans le temps, sont uniques. Donc, c'est un petit peu ce qu'on cherche avec des numéros, des identifiants uniques. Ici,
je vous montre la carte de la RAMQ. On a encadré en rouge le numéro d'assurance maladie. Pourquoi en rouge? Bien, on a une information sur quand on cherche un identifiant unique, on veut premièrement assurer l'unicité, mais on veut une stabilité dans le temps. C'est-à-dire que ce numéro-là, on ne veut pas qu'il soit modifié pour identifier un dossier. Ici, le numéro de l'assurance maladie, bon, c'est un système qui a été mis en place, je crois, dans les années 70-80, je ne me rappelle plus trop. Et on a choisi d'identifier les dossiers, donc à l'assurance maladie, en utilisant 3 lettres du prénom de famille, une lettre du prénom, ensuite la date, bon, la date de naissance, année, mois, jour, puis un numéro séquentiel. Ça, en informatique, dans notre jargon, c'est problématique. On ne fait pas ça. C'est pour ça que c'est un contre-exemple. Mais je vais en revenir plus tard. Donc, pour le moment, c'était de vous mettre d'entrée de jeu mon expertise par rapport à moi, ce que je vois, par exemple, ici, plus spécifiquement dans le milieu de la santé, c'est-à-dire un reçu de la pharmacie et la carte d'assurance maladie. Quand j'ai débuté ma transition médicale, c'est-à-dire j'ai reçu ma prescription pour les hormones, ce que ça amène, c'est qu'on doit faire régulièrement des prélèvements sanguins pour suivre les taux hormonaux. C'est une bonne pratique. On n'y va pas au feeling, là. Il faut vraiment, là où la médecin traitante, là, le traitant, va justement suivre les taux des hormones. Et ça se fait avec les prélèvements sanguins. Donc, vous vous imaginez, moi, je commence ma transition. Je n'ai pas une apparence très féminine à ce moment-là. Mais là, sur la réquisition, toutes les informations qui sont dessus, c'est mon ancien prénom, donc ce qu'on appelle le dead name. Mais moi, j'ai commencé à utiliser Abigail, là. Et puis, là, mon problème, c'est que je sais là, que je vais être interpellé dans la salle d'attente. Ici, je vous montre une réquisition, puis une situation qui s'est passée dans un CLSC en dehors de Montréal. Donc, c'est un plus petit CLSC. Il n'y a pas de système avec de billetterie, avec des numéros, puis tout ça, là, comme on peut avoir peut-être dans des grands centres. Mais ici, on est dans un petit CLSC où est-ce on va interpeller les personnes dans la salle d'attente. Sachant ça, je marque en rouge sur la réquisition et je change mon prénom, là, comme vous voyez sur la réquisition, Abigail. Appelez-moi Abigail dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Et je mentionne même à la réception, regardez ici, là, elle dit oui, 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 OK, parfait. Moi, je ne sais pas ce qu'elle fait avec ma feuille après. Je m'en vais m'asseoir. Et là, je suis interpellé avec mon ancien prénom. Puis là, l'infirmière qui va me recevoir pour faire mon prélèvement sanguin, en me voyant arriver, me dit Madame, c'est pas à votre tour. Première situation malaisante. Puis là, j'ai pas commencé, j'ai pas rencontré la personne encore, là, tu sais. Fait que là, je dois m'approcher. Il a expliqué comme ça en catimini, ben c'est moi. Bon, là, ah, OK, bon. Puis là, il y a d'autres personnes dans la salle d'attente, là. Ça, c'est un peu malaisant aussi. Et là, je ne comprends pas pourquoi qu'elle m'a interpellé avec mon ancien prénom, puis qu'elle s'attendait à avoir un homme. C'est qu'en fait, vous voyez dans le haut de coin supérieur gauche, il y a une étiquette qui a été imprimée et l'infirmière va lire l'information sur l'étiquette. Elle ne va pas lire toute la réquisition, là. Puis vous voyez qu'il y a un post-it en plus, c'est marqué ne pas appeler monsieur. Ça, c'est à la réception qu'elle avait collé un post-it par-dessus mon message en rouge pensant bien faire, ça c'est un bricolage qu'on appelle, mais finalement, au bout de la ligne, ça n'a rien servi. Mon message n'a rien servi, le post-it n'a rien servi. C'est que la procédure, c'est que l'infirmière en passe tellement de monde qu'elle regarde l'étiquette en haut puis elle interpelle les gens comme ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Je ne suis pas la seule à vivre ça. Puis je le sais, je suis impliqué dans la communauté, puis on en parle régulièrement, surtout en début de transition, quand on n'a pas fait nos changements légaux. Puis même quand on débute nos changements légaux, ça prend du temps, des mois. Donc, moi, je me suis dit, moi, je ne reste pas comme ça, je veux faire changer les choses. Ce qui m'a amené à être impliqué aussi du Centre-Sud, j'ai commencé en 2022 avec un comité. J'avais été invité de faire partie d'un comité qui s'appelle le Comité réflectif sur la diversité sexuelle et de genre. Et puis, justement, il y avait un groupe, il y avait des organismes communautaires, il y avait des membres du CIUS.
et aussi des usagers et usagères. Donc, je faisais partie des usagers et usagères ressources pour mon expérience. Et puis, ce que j'ai vraiment aimé en participant à ce comité-là, c'est que j'ai remarqué tout de suite l'ouverture, c'est-à-dire qu'on pouvait émettre nos commentaires, nos vécus, puis on n'était pas dans le jugement ou bien à la défense, c'est-à-dire qu'on acceptait ça, puis on essayait de voir c'est quoi les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, puis c'est quoi les recommandations. Donc, ce qui a amené que ce comité-là a fait en sorte, on a eu des ateliers, par exemple, sur des formulaires, comment les rendre plus inclusifs, c'est quoi les recommandations, toutes sortes de recommandations. Et ça, vous pouvez en retrouver sur l'extranet du CIUS du Centre-Sud de Montréal. Il y a une section qui est sur la pluralité des genres et diversité sexuelle. Il y a plusieurs onglets, ressources externes. On fait des liens vers des organismes communautaires, des documents, des guides, des formulaires, tout ce que vous voulez, même aussi, justement, vous allez avoir accès à la charte, comment on appelle ça, la charte, en tout cas, je ne me rappelle pas, là, mais il y a un engagement du CIUS. La Avez-vous charte l'exemple? d'engagement, oui. Oui, c'est ça. Donc, tu sais que c'est vraiment, au niveau de l'institution, il y a un engagement là de vouloir appliquer et rendre le milieu plus inclusif. Donc, c'est un résultat, justement, du travail que ce genre de comité-là fait. Maintenant, je suis impliqué avec le comité EDI. Il y a un comité EDI depuis quelques temps aussi au Centre-Sud, peut-être moins connu, mais encore là, une présence de plusieurs directions au CIUS. Et je suis aussi impliqué avec, comme usagère ressources, on n'est pas tout seul là, comme personne usagère ressources aussi euh, bon, pour notre expérience également. Bon, je vous parlais de ma transition légale. Ça a commencé le 20 juin 2022. Pourquoi que ça a commencé le 20 juin en 2022, alors que je commençais ma transition en 2020, c'est que j'attendais que le gouvernement mette en application un jugement qui avait été émis qui concernait le directeur de l'État civil d'offrir une troisième option sur la mention de sexe sur le certificat de naissance. Et ça a été disponible seulement qu'à partir de juin 2022. Donc, aussitôt que c'était disponible, je m'en rappelle des dates, le 8 juin 2022, c'était l'amendement du Code civil, le 17 juin, le formulaire était disponible. Vous voyez que le 20, là, dans la même fin de semaine, j'ai rempli le formulaire, assermenté, j'ai envoyé les documents enregistrés au gouvernement. Là, ça pressait. Là, je faisais ma demande de la mention X sur mon certificat de naissance. Ça a pris, juste pour ça a pris 3 mois. Donc là, vous voyez, là, en 2020, moi, je fais une transition médicale, je vais souvent dans le milieu de la santé, puis je suis encore, là, 2 ans et demi plus tard, en train de traiter mes dossiers légalement. Fait que ma carte de la RAMQ elle est loin d'être changée, là. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, je peux dire que j'ai toutes mes pièces d'identité avec la mention X. La RAMQ, permis de conduire, passeport, certificat de naissance, je peux dire que je suis sur mon X. Question pour vous. Je ne vous demande pas de répondre dans le chat, puis tout ça, c'est une question de réflexion. Quand vous voyez ici sur les pièces d'identité sexe, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est le sexe biologique? L'identité de genre? Là, vous voyez sexe avec X. Sur un permis de conduire, est-ce que c'est vraiment le sexe anatomique qu'on veut voir, on veut présenter là? Sur un passeport, la carte de l'assurance maladie. Donc, tantôt, je parlais de cohérence au niveau des données de l'information. Bien, on va faire un lien ici, là. Parce que probablement que certaines personnes disent ah, ben, sur le permis de conduire, c'est probablement l'identité de genre de la personne. Mais avec la carte de la RAMQ, ben, il faudrait peut-être avoir l'information que c'est sexe biologique. OK, mais là, le X, ça veut dire quoi? Il y a comme quelque chose là. Donc, plus concrètement, donc, vous voyez ma carte d'assurance maladie en octobre 2022, je fais une demande, mes changements du certificat sont faits. Et là, c'est marqué sur le site de la RAMQ, vous n'avez rien à faire. Nous allons recevoir l'information du directeur de l'État civil et nous allons vous envoyer un formulaire pour faire le changement de votre carte. Parfait.
j'attends, j'attends, et je ne suis pas la seule, là. On est plusieurs personnes, là. On attend, il ne se passe rien, on appelle à la RAMQ, j'appelle à la RAMQ. Bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait mes changements légaux, certificat de naissance, on dit que je serais supposé de recevoir un formulaire, je n'ai pas rien reçu. La préposée à la RAMQ me dit, ben, c'est parce qu'on n'a pas le X, vous allez devoir attendre. Pardon? Moi, là, présentement, là, c'est un défi d'aller, parce que je présente ma carte avec la photo avec mon moi masculin avant. J'ai plus cette air-là. Mon prénom, c'est encore mon dead name sur ma carte. Puis vous me dites, je vais devoir attendre que vous allez implanter le X. Ça ne marche pas. Heureusement, vu que j'étais au début, en 2022, euh, elle s'est arrangée, en tout cas, elle a parlé avec sa superviseure, puis bon, on me dit, vous allez recevoir un document comme si j'avais perdu ma carte. Donc, on va remplacer votre carte, vous allez prendre une nouvelle photo, au moins vous allez avoir votre prénom, c'est tout. Je fais la démarche et mon code de numéro d'assurance maladie n'a pas changé. Bon, pourquoi il n'a pas changé? Petit détail, mon nom de famille, c'est sûr qu'il n'a pas changé. Mon prénom, Abigail, débute par la même lettre que mon dead name. Fait que il n'avait pas changé. Ma date de naissance n'a pas changé. Donc, mon numéro d'assurance maladie n'a pas changé. Mais comme vous voyez ici à l'écran, j'ai reçu une carte avec mention M. Assez que quand que j'allais dans des fois pour des rendez-vous, on me demandait, y a-t-il une erreur sur la carte? Parce qu'on voyait sexe M, puis on me voyait sur la photo, puis ça ne marchait pas, là. Puis même en personne, là, non, non, c'est pas une erreur, là. Je dis, c'est ça. En octobre 2024, bonne nouvelle, j'ai reçu ma carte avec la mention X, on peut voir. Et là, mon code alphanumérique n'a pas changé. Et là, je me pose la question, et tout le monde dans la communauté qui ont fait des demandes avec leur mention X se pose la question, bien, le code n'a pas changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que mon sexe assigné à la naissance va paraître partout dans les dossiers médicaux? Ben, c'est ce qu'on va voir. Juste avant, sur le site de l'extranet du Sud, du Centre-Sud, vous allez retrouver des documents que le gouvernement officiel, des documents officiels du gouvernement concernant comment traiter les personnes qui ont la carte X, eux, ils appellent la CAM X, parce que la CAM ordinaire, là, avec M puis F, là, ça, c'est la CAM. Mais celle avec la mention X, elle est à part. Il y a un autre nom, CAM X. Ah, OK. Mais on fait un document, comment rendre le changement, favoriser un accueil inclusif. Vous irez lire le document, il est super bien fait, là. Moi, il est beau. Puis on parle d'inclusion, on fait même de la démystification, on fait de l'éducation sur la diversité sexuelle et de genre. Bon, parfait. Et là, arrive avec l'aide-mémoire, où est-ce que moi, je lis ça, et là, j'en reviens pas à ce que je vois, là. Sur la même page, on parle de rendre un réseau inclusif et sensible à la diversité des genres. On parle de différents marqueurs maintenant sur la carte. Remarquez, on parle des marqueurs F comme étant femme, M devient homme. Euh, je pense que là, ils se sont trompés, là. En fait, F, M veut dire féminin et masculin, pas femme et homme. Je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer le lien tantôt avec une autre diapositive. X pour non-binaire. Bon, parfait. Là, le point où ce qui s'accroche, c'est le dernier paragraphe, c'est elle ne modifie pas le numéro d'assurance maladie qui indique le sexe biologique. Oh, OK, là, c'est la première fois qu'on parle de sexe biologique de l'individu. Puis là, pourquoi? La raison pourquoi, c'est qu'on dit afin d'assurer la qualité et la planification des soins de santé, les professionnels et professionnels de la santé continueront d'avoir accès à l'information concernant le sexe biologique. Sexe biologique, là, il peut bien être inscrit dans le dossier médical, ça ne me dérange pas, en tout cas personnellement. Mais là, sur la carte, c'est quoi l'affaire, le lien, là, pour parler de ça? Bien, on donne une personne qui arrive dans un milieu dans un établissement de santé et veut ouvrir son dossier médical. OK? On arrive dans un nouvel endroit, on déménage, nouvel hôpital, on s'en va là. On donne l'instruction aux gens, aux personnes qui font l'ouverture de dossier, de
comment lire le sexe biologique dans le numéro de l'assurance maladie. On dit, regardez le mois de naissance, et si c'est un mois entre 1 et 12, ben, c'est de sexe masculin, et quand c'est 51, donc plus 50, le mois de naissance plus 50, jusqu'à 62, c'est sexe féminin, donc vous allez cocher masculin, féminin dans le dossier médical. Ça, ils n'ont pas donné l'instruction ici. Si la personne le veut, si elle est consentante, si elle est d'accord avec ça, là, on se fout carrément de ce qui est marqué sur la carte, là. Moi, j'ai une carte avec la mention X et je m'attends à ce que tout va suivre. Non, le gouvernement est en train de dire aux établissements de santé, le X, c'est sur la carte, mais dans le dossier médical, c'est le sexe biologique. Donc, ce qu'on en déduit, on ramène la note ici, que c'est pour assurer la qualité et la sécurité de certains soins qu'on veut avoir cette information-là. Mettons. Donc, pour le ministère de la Santé, moi, je fais deux constats. C'est que le sexe encodé dans le numéro de la carte, c'est le sexe biologique. D'ailleurs, c'est ce qu'ils marquent dans leur document. Et pourquoi? Pour assurer la qualité et la sécurité des soins. Là, je vais vous épargner, je vais vous abréger ça, là, mais voici dans le Code civil ce qui a été amendé en juin 2022. On dit que la mention du sexe qui figure sur le certificat de naissance correspond au sexe constaté à la naissance de la personne, mais que ça peut être l'identité de genre si ça ne correspond pas. Donc, le sexe va devenir masculin, féminin, non-binaire selon la personne. Et voyez en rouge qui est marqué à l'article 71, c'est que la personne peut faire un changement de la mention de sexe sur son certificat de naissance sans faire de transition médicale. Aucune chirurgie, aucune hormonothérapie, elle fait les changements légaux, that's it, that's all. Donc, peut changer de M à F, de F à M ou à X. Comprenez, là? Donc, puis on parle d'identité de genre, là, sur le certificat de naissance. La RAMQ, l'assurance maladie, quand est-ce que là, ils ont modifié la loi? Ben, c'est pas plus tard que le 25 septembre 2024, c'est pas longtemps. Ce qu'ils ont fait, c'est que dans la loi sur l'assurance maladie, ils ont ajouté un paragraphe sur la portion de comment eux gèrent la carte d'assurance maladie et ont rajouté le même paragraphe que dans le Code civil, finalement, c'est qu'on dit, bon, ben, la mention du sexe figurant sur la carte d'assurance maladie désigne le sexe de cette personne ou, on ne parle jamais de sexe biologique en passant, hein, vous remarquez, ou encore son identité de genre lorsque cette dernière n'y correspond pas, puis on dit M, F ou X pour masculin, féminin, non-binaire. On rajoute ça à la loi. On voit aussi que dans le paragraphe 8, l'article 8, on parle de son numéro d'assurance maladie. On détaille c'est quoi les informations sur la carte d'assurance maladie. On ne dit jamais comment est-ce que le numéro d'assurance maladie est fait, comment il est constitué. Ce n'est pas dans la loi. Je ne l'ai pas trouvé. Puis sur la loi sur la RAMQ puis l'assurance maladie, je n'ai jamais vu le mot sexe apparaître nulle part. Ici, on en parle lorsqu'on parle de la carte d'assurance maladie. Je poursuis. Faisons un scénario. Félix, sexe attribué masculin à la naissance, donc sur son certificat de naissance, c'est M. Fait une transition légale à F, donc féminin. On ne sait pas si Félix a débuté une transition médicale, là, hein, on l'a vu dans le Code civil, ce n'est pas un prérequis. Là. Sur le certificat de naissance, c'est le F, et la carte de la RAMQ, F. En fait, quand c'est F ou M, là, tout se fait de manière automatique. L'information est transmise à la RAMQ, une nouvelle carte est émise, la mention de sexe est changée. Et remarquez ici, le sexe qu'on dit biologique dans le numéro d'assurance maladie est changé pour correspondre au sexe, à l'identité de genre de la personne. Ça ne devient plus du sexe biologique, là. Donc là, après ça, partout à l'hôpital, les étiquettes, le dossier médical, bracelet, la personne va avoir F
pour féminin, femme, tout ça. Prenons la même personne elle se dit non-binaire. Elle s'identifie comme une personne non-binaire. Elle va faire un peu comme moi, une transition médicale ou pas, avec la mention X, va recevoir une carte avec la mention X, mais contrairement avec le F et le M, on conserve le sexe qu'on a attribué à la naissance dans le mois de naissance. Et là, ce qui se passe, et là, comme vous avez vu avec l'aide-mémoire, c'est que l'ouverture du dossier va être faite en fonction du sexe assigné à la naissance, ce qui fait en sorte que toutes les étiquettes et le bracelet où c'est la personne, ça va être marqué, comme par exemple ici, ça va être marqué homme, masculin, lettre M sur les étiquettes. Donc, quand on dit que c'est pour assurer la qualité des soins et la sécurité des personnes parce qu'on a besoin du sexe biologique, bien ici, on vient de faire la preuve que ça ne marche pas, l'affaire. En fait, les personnes ont besoin de soins spécifiques à leurs conditions et le dossier médical dans son entier va aider à ça, là. Je parlais en informatique, on veut avoir de l'information exhaustive, on va avoir des notes, on va avoir des choses qui vont se rajouter. Mais là, on est en train de rendre inexact peut-être une mention qui s'appelle sexe dans le dossier médical disant on a besoin du sexe biologique. Probablement que c'est le milieu de la santé ou des experts ou professionnels de la santé qui veulent avoir cette information-là, puis c'est correct, peut-être pour leur activité, mais là, ça cause d'autres problématiques, là. Exemple, moi, c'est mon cas. J'ai pris une photo parce que je suis allé passer un test de COVID au début de l'année pour une chirurgie. Et j'ai pu voir mon dossier médical. Et vous voyez le logiciel, je fais le lien avec ma carte de la RAMQ qui a 07, mon mois de naissance, c'est juillet. Puis je vois le sexe marqué homme. Fait que déjà, ça me dérange. Mais remarquez aussi, il y a comme une petite flèche. C'est comme une liste déroulante là, dans une application. On pourrait choisir d'autres options qui seraient différentes probablement de la carte. Donc, c'est possible probablement dans le dossier de mettre autre chose que ce que la carte indique. Mais là, moi, c'est resté homme, ce qui fait en sorte que moi, il y a quelques semaines, je suis allé passer une endoscopie sur les étiquettes. Partout, c'était marqué 07 avec M, puis pourtant ma carte d'assurance maladie, c'est X. Moi, j'étais déjà dans la pièce avec l'infirmière. Le médecin arrive avec mon dossier. Il ne sait pas. Il s'attend à avoir un homme. Il me dit bonjour, monsieur. Je dis c'est pas monsieur. Oh, excusez-moi, pardon. Ouais, puis, ça a été correct, là. Il s'est excusé, puis on n'a même pas parlé, puis il a fait son intervention. Ça a duré 15 minutes, puis bon, je suis parti. Mais je veux dire, regarde, c'est ce que je vis régulièrement. Abigail, je me permets de t'interrompre parce que je sais qu'il te reste juste 2 diapos. Tu vas avoir le temps OK, de les présenter pour qu'on puisse OK, après ça discuter. oui, Est-ce que ça te convient? parfait. Oui. Oui, 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 sûr. Fait que, donc, comme vous pouvez voir, je viens de faire la preuve que le sexe biologique qu'on dit que c'est pour la sécurité des personnes, mais en fait, c'est inexact, puis ça peut entraîner des conséquences négatives. Un exemple de comment ça s'est adapté, j'ai eu, moi, une vaginoplastie, donc une chirurgie d'affirmation de genre en février 2024 et au GRS de Montréal. C'est l'endroit unique pour faire des chirurgies d'affirmation de genre. Et voyez mon bracelet, on voit mon prénom choisi que j'ai préféré, elle. Pourtant, j'ai mon numéro de carte qui est mentionné. Bon, voilà, j'ai terminé. On est rendu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je te laisse la parole, Lisandre. Oui, merci Et je beaucoup, contrôle Abigail. pour le reste de la présentation. Oui. Merci beaucoup, Abigail, pour ton témoignage, ton expertise informatique et expérientielle. Donc, ce qu'on avait un peu anticipé, Abigail et moi, c'est qu'on s'est dit, bon, là, on ne peut pas les laisser juste avec ça, hein, avec tous ces méandres informatiques et informationnels qui nous dépassent. Donc, dans le fond, ça serait quoi nos messages clés là, par rapport à ce que Abigail vous a expliqué? Puis tu me corrigeras ou tu rajouteras, là, Abigail. Donc, dans le fond, c'est que l'idée, c'est que même s'il y a la carte d'assurance maladie avec la mention X, ça ne remplace pas la bonne pratique de demander le pronom d'usage. Donc, ça reste toujours d'actualité, hein, parce que comme on vous l'a dit, comme on vous l'a montré, le sexe assigné à la naissance peut rester encodé dans les CAM X. Deuxième chose, ben, des soins et des services de qualité, hein, ça passe par l'évaluation des besoins de la personne, puis l'ensemble de son dossier médical.
pas seulement de ce qui apparaît comme le sexe dans le code de la RAMQ, parce que ça peut mener à des examens inutiles ou ça peut mener en fait à l'absence d'examens qui seraient nécessaires, dépendamment si comme personne on a une poitrine, une prostate, pour vous donner les exemples les plus clairs ou gros, là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent épuisant? Ben, faire remonter le problème en haut, au-dessus de nous, pour que ça se sache là, que ça fait rencontrer des problèmes à tout le monde, hein, aux personnes concernées, aux personnes qui travaillent dans le réseau, etc. On serait rendu aux questions et à la discussion avec bon, 9 minutes de retard, c'est pas si mal, là. Donc, on avait des questions à